Donc, officiellement, bienvenue à tout le monde pour cette deuxième journée d'événements, d'activités dans le cadre de la semaine du télétravail 2023. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Yann-Patrick Thibault. Je suis le président de Coworking Québec, vice-président de Télétravail Québec et j'opère moi-même 2 espaces de coworking sur la rive-sud de Montréal. Donc, bref, je baigne dedans. Et vous allez voir tantôt quand je vais présenter notre invitée qu'elle aussi, elle baigne dedans, mais à un autre niveau. Ça va être vraiment, vraiment intéressant ce matin. Donc, je rappelle le thème de la semaine du télétravail cette année. Est-ce qu'on peut répondre aux besoins de tous? Est-ce que c'est possible de le faire? On a vécu tellement de choses depuis les dernières années qu'on peut se demander, est-ce que c'est une mission impossible de concilier le télétravail auprès des entreprises, des employés? Il y a tellement d'enjeux dans tout ça. On pensait que la pandémie résoudrait tout ça, puis finalement, c'est pas le cas. On se rend compte que c'est encore en ébullition, en évolution. Donc, c'est un peu ça qu'on va parler ce matin avec Diane Gabriel, notre invitée. Je vais juste essayer de changer de diapo. Voilà. Donc, je vous présente rapidement l'équipe qui a monté la semaine du télétravail pour vous cette semaine. Vous avez déjà probablement participé à des activités hier. Parce qu'on a eu 3 bonnes activités hier. On a José, le président de Télétravail Québec, Olga, la directrice de compte chez 2C2B, un partenaire avec nous là, pour organiser la semaine. Donc, vous avez moi-même et Lou, qui a été notre coordinatrice là, pendant toute la semaine, qui fait un super boulot là, pour faire que tout ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est la petite équipe. Ça, c'est l'horaire de la semaine. Vous l'avez sur le site. Diane, il y a un retour de son. Est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parfait. Donc, vous avez les activités d'hier. Aujourd'hui, on a la rencontre avec Diane Gabriel. Ce midi, on a une étude de cas avec Cascara Station. Tous les midis, vous avez des études de cas pour les entreprises qui sont en train de se demander est-ce que le coworking, c'est pour moi, entreprise ou entrepreneur ou télétravailleur? Est-ce que le coworking est pour moi? On a présenté 4 études de cas au courant de la semaine. Justement, on a créé ces études de cas-là pour vous, pour que vous soyez capable de voir comment ça peut s'appliquer dans votre cas particulier. Donc, je vous encourage à aller voir, bien sûr, ces études-là. Et on a des conférences aussi, dans l'après-midi. Hier soir, on avait Maître Mongeau qui a fait une super présentation au niveau du légal, du côté légal du télétravail. Aujourd'hui, donc, ça va être avec Partout chez nous, une organisation qui est dévouée à faire connaître le télétravail pendant les vacances. Donc, comment on peut utiliser les tiers-lieux pendant nos vacances pour bien télétravailler. Ça va être super intéressant aussi à 3 heures. Et vous êtes très chanceux. C'est moi qui anime les 3 aujourd'hui. Donc, vous allez être pris avec moi aujourd'hui. Autant hier, c'était Olga qui organisait beaucoup des conférences. Là, c'est moi aujourd'hui. Donc, voilà. Et ceci étant dit, je vous rappelle également qu'aujourd'hui, c'est le Grand Montréal. Tous les coworking dans le Grand Montréal, pas tous, mais la majorité des coworking dans le Grand Montréal ouvrent leurs portes gratuitement pour les faire essayer à peu importe que vous soyez entreprise, entrepreneur ou employé, vous pouvez avoir accès au coworking. Vérifiez avec le coworking le plus près de chez vous. On a aussi mis la liste sur notre page Facebook. Donc, vous vous abonnez, vous pouvez trouver tout ça en ligne. Demain, ça va être la région de Québec, donc à l'est de Montréal. Et jeudi, ça va être l'est du Québec, donc à l'est de Québec. Désolé, je simplifie, mais les régions sont définies sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Donc, voilà, ça nous met la table pour commencer la conférence avec Diane Gabriel. Donc, je vais vous la présenter. Et quand on présente des chercheurs, des chercheurs de renom, c'est spécial parce que les chercheurs de renom ont des titres longs comme ça, ils ont des participations longues comme ça, c'est fou. Puis Diane Gabriel, c'est une des meilleures dans son domaine. Fait que forcément, les titres sont encore plus longs. Donc, je vais me permettre quand même de lire certains éléments parce que sinon, c'est certain que j'aurais pas pu apprendre ce truc-là par cœur. Mais pour commencer, je dirais que Diane Gabriel est professeure d'économie du travail, d'innovation et de gestion des ressources humaines à la TÉLUQ. Ça, c'était la version très courte de la chose. Et là, c'est là que j'embarque sur mon petit texte. Elle a été nommée à la Chaire de recherche du Canada pour les défis socio-économiques de l'économie du savoir en 2002 et encore en 2009. Elle est directrice d'un CURA. Elle nous expliquera ce que c'est, mais à la fin, ça veut dire Community Alliance de recherche universitaire. C'est spécial, un truc en 2 langues dans un titre, mais bon, elle nous reviendra là-dessus éventuellement.
OK. C'est sur la gestion des temps sociaux et la conciliation travail-vie privée en 2009. S'il y a bien un sujet qui attire l'attention dans le télétravail, c'est la gestion de la vie privée et la conciliation travail-famille. Bref, tous ces trucs-là sont tous reliés. Elle a été professeure invitée dans les dernières années à plein d'universités. Là, j'en nomme Paris 1, Sorbonne, Lille, Université d'Angers, Université de Toulouse. Puis la liste faisait ça de long, donc j'arrête là. Elle a publié dans beaucoup de revues. New Technology, Work and Employment, International Journal of Technology Management, et il y en a encore une longue liste. Tout ça, c'est sur son profil LinkedIn, donc vous irez voir ça pour avoir les détails. Elle a publié des nombreux articles et des livres, dont un que j'ai moi-même à ma possession. Et quand on parle de questions de travail, vie privée, temps de travail, télétravail, coworking, travail indépendant, les politiques d'emploi, l'organisation du télétravail, le travail en équipe, les communautés de pratique, l'innovation, la créativité, tous ces sujets-là, c'est là-dedans qu'elle travaille. C'est là-dedans qu'elle tisse sa toile, si on veut. À titre personnel, je dirais que Diane est une collaboratrice de longue date avec nous au Coworking Québec. On a fait plusieurs études avec elle ou ses équipes à la TELUC ou dans d'autres universités aussi. Et je suis très, très, très content ce matin d'avoir l'occasion de passer une demi-heure avec elle pour discuter justement de ces enjeux-là. Et puis, sans plus tarder, je te laisse, Diane, compléter un peu ta présentation, peut-être avec les trucs que j'ai pas dit, que j'ai oublié, et présenter la conférence comme telle. Et puis, je reste à côté de toi et puis je vais relayer les questions, soit en cours de route ou à la fin, dépendamment comment ça se présente, mais on va jouer ça un petit peu à l'oreille, si ça te va. Très bien. Ben, je pense que la présentation était très bien, suffisante. Sur la rue QEA, là, je vais préciser. En fait, c'est que en français, c'est Alliance de recherche Université Communauté, ARUC, qui était un programme du CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines. Moi, j'ai été financée sur ce projet-là pendant 5 ans. Par la suite, le financement du CRSH n'existait plus, mais on pouvait conserver le titre. Alors, plutôt que de changer, je l'ai gardé parce que, c'est plus simple pour éviter de refaire encore tout un site. Mais en gros, c'est un centre de recherche sur justement ce thème-là, gestion des âges, temps sociaux, organisation du travail et tout ça. Et puis, je vais pas ajouter autre chose sur les publications ou autres, comme tu dis, ça se trouve en ligne. Par contre, mentionner que effectivement, le sujet du coworking intéresse suffisamment qu'en janvier prochain, janvier 24, on va sortir un ouvrage chez Edward Elgar, qui est un auteur important là en anglais, sur le coworking. Et c'est au fond, la question de est-ce que c'est une évolution ou une révolution, le coworking. Et on mettait le R entre parenthèses pour justement indiquer que c'est un peu des deux finalement. Donc, effectivement, je vais présenter beaucoup sur le télétravail parce qu'en fait, sur le coworking aussi, il y a évidemment, comme tu le mentionnais, on a fait un bon nombre de recherches là-dessus. Je vais quand même un peu combiner les deux, surtout que très souvent, effectivement, maintenant qu'on a plus de salariés qui sont dans les espaces coworking au Québec, souvent, ça se combine davantage parce qu'au fond, on se trouve à être avec des personnes qui font en fait du télétravail dans un espace coworking. Donc voilà. Puis comme tu le disais, les personnes pourront poser des questions par la suite et autres et me contacter éventuellement si jamais il y a des références ou que les choses sont pas parfaitement claires pour elles. Alors je vais partager l'écran parce que j'ai quand même fait un PowerPoint pour un peu simplifier les choses. Alors ça fonctionnait très bien tout à l'heure et ça devrait fonctionner bien cette fois-ci, j'espère. Voilà. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, attends un petit peu, je vais juste te mettre en première page. En passant, est-ce que vous nous recevez bien, les gens? Juste être sûr qu'au niveau au niveau dans le chat, n'hésitez pas à nous dire que ça fonctionne bien pour confirmer que c'est beau. Et aussi, vous avez un onglet, OK, super, j'ai des pouces qui sortent, parfait. Et vous avez un onglet aussi questions pour, si vous avez des questions, je vais les prendre en note et je vais revenir d'ici la fin de la conférence pour Diane Gabriel. Donc, Diane, tu peux te mettre en mode plein écran et ça va être perfecto. Excellent. Donc voilà, effectivement, je vais donc traiter, comme je le disais, télétravail, coworking et travail hybride, parce qu'au fond, je trouve qu'aujourd'hui, tout ça se combine quand même pas mal, là, et ça suscite, je le mets dans le titre, les nouveaux enjeux du monde du travail, je pense, tournent beaucoup autour de ça.
Alors donc, je vais un peu introduire, c'est ça, ces changements là, dans le monde du travail, les nouvelles options, coworking, télétravail et hybride. Je vais quand même insister plus, puisque c'était le thème de la semaine, l'importance du télétravail, l'impact de la pandémie et l'évolution récente. Puis ensuite, traiter un peu de quelques enjeux, des perceptions, puis les effets du télétravail et les modes hybrides, les enjeux, les avantages. Vous allez voir, je vais traiter un peu de la France, non seulement parce que j'y suis, en fait, je suis en Corse en ce moment, mais aussi parce que je travaille avec une collègue française de Paris et on compare souvent Québec-France sur l'enjeu du télétravail et à travers toute la période de pandémie aussi. On a beaucoup suivi ce qui s'est publié dans les deux pays, non seulement dans les écrits scientifiques, mais aussi dans la presse bon, je sais pas si je dirais populaire, peut-être plus la presse de gestion. En France, il y a quand même un bon nombre de magazines, de revues, un peu comme les affaires au Québec, si on veut. Alors, ça nous permet un peu d'avoir le pouls de la société. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que il y a quand même une vision un petit peu différente. Et je vais évoquer aussi, apparemment, vous avez discuté des questions de loi hier. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu plus réglementé en France et en Europe qu'au Québec. Donc, je vais aborder un peu ces différents aspects-là. Alors, donc le Et télétravail, peut-être, Diane, peut-être une des choses qui me vient à l'esprit aussi, c'est que oui, quand j'ai commencé le coworking il y a 6 ou 7 ans, je disais que la France avait 6-7 ans d'avance sur nous en termes d'évolution du coworking. Ce serait intéressant de voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est ma petite question à moi que je pose déjà dès le début, mais je serais curieux de savoir. Donc, je te laisse aller. Désolé. OK. Puis par ailleurs, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'inverse, le Québec et le Canada, et d'ailleurs tout le monde anglo-saxon, était en avance et je pense continue d'être en avance sur le télétravail. Alors, je reviendrai sur le Québec, mais petite indication, je pense qu'on a un peu rattrapé, mais il y a quand même encore des différences France-Québec là-dessus. Donc, le télétravail, effectivement, bon, pour tout le monde, on le sait, ça a été vraiment mis en place à grande échelle en 2020. Par contre, moi, comme je l'évoquais, j'ai travaillé là-dessus, en fait, depuis à peu près les années 2000, une grosse recherche qui avait été faite au Québec en collaboration avec le CFRIO. On avait vraiment fait probablement, oui, je pense très clairement, là, la première enquête sur le télétravail au Québec. Et on a pu constater un certain nombre de choses qui se révèlent encore pour la plupart tout à fait valables, c'est-à-dire les avantages des inconvénients, même si ça s'est multiplié en termes de pratique. Il reste que la réalité du télétravail est quand même un peu la même. Donc, en 2020, on est passé finalement, par contre, d'à peu près 10% de télétravail au Québec. Les chiffres sont difficiles à avoir pour tous les pays parce que les enquêtes nationales posent souvent les questions. Bon, de plus en plus, ça va se préciser parce qu'on s'intéresse davantage au télétravail, mais souvent, il y avait de la confusion avec le travail autonome. Quelqu'un qui travaillait comme travailleur autonome à domicile, parfois, il y avait de la confusion. Donc, dans les statistiques, il y a souvent des petits écarts là, de 4 ou 5 selon que l'enquête inclut ça ou alors l'exclut explicitement. Donc, on est passé quand même au Québec, Canada aussi, d'à peu près 10% de télétravail à 40% en avril 2020. Et je dirais que là, on est probablement retourné à peu près à 32%. Parfois, on dit 25%. Encore là, toujours difficile à évaluer parce que justement, de quels télétravailleurs parle-t-on plein temps? Est-ce qu'ils sont aussi en coworking? Bref, ce qui fait que pour moi, le modèle hybride semble vraiment s'imposer. Et je pense qu'un des aspects qui me semble vraiment important comme message, c'est qu'on est finalement dans une dynamique de changement global, dans le sens où il y a une transformation numérique, bien sûr, les outils qu'on utilise. D'ailleurs, je faisais une petite formation hier sur ChatGPT et je découvrais des choses vraiment assez nouvelles sur l'utilisation de ces outils-là. Donc, transformation numérique, transformation organisationnelle. Et là-dessus, j'insiste, c'est comme avant, au fond, quand il y a des changements technologiques, ils ne sont jamais que technologiques. Et en fait, il y a des changements dans les organisations par la force des choses. Non seulement, là aussi, j'insisterai sur le fait que ça n'est pas seulement quelque chose qui découle du numérique dans les organisations, mais justement, il y a une transformation managériale ou de gestion, c'est-à-dire que les gestionnaires ont un rôle à jouer. Avec telle et telle technologie, on peut faire plusieurs choses, mais c'est les gestionnaires, les organisations qui vont déterminer qu'est-ce qui va vraiment se passer dans ces transformations dans les organisations. Donc, là, Diane, excuse-moi, Diane, 2 secondes. Il y a quelqu'un qui me dit que le document n'est pas visible. Je vais juste vérifier. J'ai du monde qui me disent que oui, puis du monde qui me disent de non. Je vais juste vérifier. Est-ce que vous voyez l'affichage de l'écran de Diane, ce qu'elle projette? Peut-être rapidement dans le chat. OK, les pouces. OK, c'est bon. C'est une personne qui n'a pas l'air à le voir. OK, c'est bon, continue. OK. OK. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a beaucoup de modèles et puis je pense que ça nous amène à réfléchir. Bon, on est là ensemble, on se pose des questions sur le télétravail. Ça n'est pas arrêté.
comme tu disais d'ailleurs en introduction. Mais au fond, je pense que le premier élément, première proposition qu'on peut faire, c'est se dire que dans l'avenir, ce sera vraiment du travail hybride, avec oui, du télétravail, qui nous amène quand même à interroger là, beaucoup de dimensions du travail, et notamment un des aspects qui me semble important sur le plan du collectif de travail. Et ça, c'est beaucoup en travaillant avec la France que j'ai constaté qu'en fait, en France, ils accordaient beaucoup plus d'importance à ça, c'est-à-dire que certaines personnes trouvaient que c'était très difficile le télétravail, le collectif disparaît et remis en question. Et je pense que ça se produit aussi au Québec, mais on en a peut-être moins parlé. En France, peut-être que ça les brusquait davantage, cette perte du collectif, du sentiment là, de groupe. Donc ça, je pense quelque chose à garder en tête. Le deuxième, je pense que c'est le télétravail va se développer, je pense quand même, à certaines conditions. Il y a des défis, on le voit encore aujourd'hui. Il y a des employeurs qui veulent ramener les gens au bureau de façon massive. Les gens ne le souhaitent pas toujours. Donc, il y a des défis, il y a des dissensions, on pourrait dire, entre les acteurs. On pourrait dire que les employés veulent plus. On l'a vu avec la grève au fédéral. Les employeurs, ça varie. Mais on voit que dans le secteur des technologies de l'information, qui pourtant était à l'avant-garde du télétravail, il y a quand même beaucoup d'employeurs aux États-Unis comme en Europe, et même au Québec, ça commence aussi, qui souhaitent que justement ce collectif de travail se recompose. Ils ont l'impression qu'il y a peut-être moins de créativité, moins d'innovation. Donc, en tout cas, certains employeurs, on l'a vu dans les médias au Québec, souhaitent que les personnes reviennent au bureau. Alors, est-ce que c'est à plein temps? Pas nécessairement, mais dans certains cas, oui. Et c'était étonnant parce que c'était dans les secteurs des technologies de l'information, notamment, qu'on a vu ça. Alors, on peut dire aussi que le travail en espace de coworking peut parfois y être associé. Ça, en France, c'est clairement plus formel, c'est-à-dire qu'il y a effectivement depuis un bon moment, et encore plus maintenant, des employeurs qui non seulement permettent, mais même dans certains cas incitent leurs télétravailleurs à travailler dans un espace coworking. Et certaines personnes en France, justement, vont le préférer parce qu'ils trouvent que c'est un environnement plus professionnel. Mais ce qu'on voit, par contre, au Québec, c'est qu'il y a quand même une tendance, Québec-Canada d'ailleurs, beaucoup de gens veulent être au moins à mi-temps à domicile et parfois certaines réticences des employeurs. Tout récent sur la France, je vais participer à la fin de la semaine là à une réunion. Il y a un projet de chèque télétravailleurs pour les personnes qui vont travailler en espace de coworking. Alors, à suivre, quels seront les développements. C'est intéressant pour nous au Québec parce qu'on n'a rien comme ça, mais peut-être que ce sera quelque chose à développer. Donc, je pense que la troisième proposition que je ferais, c'est face à cette nouvelle organisation du travail, du télétravail, en fait, travail hybride, et surtout au Québec aussi, vu la rareté de main-d'œuvre, il y a quand même des questions à se poser. Je pense qu'un premier élément, c'est qu'il faut être adaptatif, inventif, flexible sur le plan technologique, organisationnel. Il y a certainement des choses à retenir, qu'on doit regarder et qui peuvent peut-être contribuer à transformer nos milieux de travail. Le deuxième point que je trouve très important, puis on l'a un peu vu, mais pas beaucoup au Québec, je dirais un peu plus en France, une logique de co-construction de la réalité entre les différents acteurs du télétravail ou de la combinaison du modèle hybride, c'est-à-dire employeurs, syndicats, salariés et gestionnaires. On l'a vu. Évidemment, il y a eu cette grève fédérale qui a pris beaucoup de place. Certains syndicats ont dit qu'ils voulaient justement négocier sur le télétravail, mais on n'a pas encore vu, pour ce qui est du Québec, en tout cas, de grandes discussions, de grandes négociations. En fait, ça s'était plutôt arrêté à voici ma position, voici l'autre position, mais pas tant d'échanges sur aussi qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc, ça s'arrêtait souvent, même dans les négociations, là, dans certains syndicats, au nombre de jours. Combien de jours peuvent faire les employés, etc. Et dans beaucoup de lieux, c'est encore en mouvement, c'est encore pas tout à fait déterminé. Les préférences, ça c'est une enquête de Statistique Canada que j'avais trouvée très intéressante parce qu'ils avaient en fait, au fond, posé des questions supplémentaires à l'enquête sur la population active, qui est une enquête mensuelle. Là, ils avaient posé quelques questions supplémentaires pour savoir quelles sont les préférences des personnes. Là, c'était en situation de pandémie quand même, en février 21, mais les données ne semblent pas beaucoup évoluer. On n'a pas eu de mise à jour comme telle de cette enquête, mais ce que l'on voit dans les milieux de travail, ça semble être pas mal, la réalité, au fond, correspond bien à ça, avec
Concilievie, on a mené une enquête récemment qui porte plus sur la conciliation emploi-famille, mais où j'ai pu introduire une section sur le télétravail. Et on voit des choses de ce type-là, c'est-à-dire qu'en moyenne, par exemple, on a 2,9 de journées en télétravail. Alors, ça correspond un peu à ce qu'on voit ici. Comme vous voyez à gauche, il y a moins de gens qui souhaitent faire toutes les heures à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire au lieu de travail, sur le site de travail, ou même la plupart des heures à l'extérieur. On n'a que des 10 donc ça fait 20 de personnes qui veulent être surtout sur leur site de travail ou au bureau, comme on pourrait dire. On a une grosse masse au milieu, la moitié des heures à la maison, la moitié à l'extérieur. Alors, vous voyez, la barre foncée, c'est les deux sexes, les hommes et les femmes ensuite. Les hommes au centre, les femmes à droite. Les pourcentages, donc, ne semblent pas se différencier beaucoup, si ce n'est pour toutes les heures à la maison, où là, on voit qu'il y a une préférence un peu plus forte du côté des femmes. Je suis pas certaine qu'on doive s'en réjouir, au sens où ce que ça veut dire, sans doute, c'est que la division des tâches n'est pas encore tout à fait égalitaire. Et donc, pour les femmes, ça permet effectivement de mieux concilier la vie personnelle, la vie familiale surtout, et le travail. Donc, on voit cette répartition-là. Alors, ce que fait le télétravail au travail, je pense que c'est quelque chose qui transforme au fond notre réalité du travail. Alors, bon, le premier élément, ça transforme l'activité de travail individuelle, collective. Bien sûr, le collectif ne disparaît pas, mais il est différent. On le sait tous, quand on était au bureau, ben, des réunions impromptues, des échanges dans le cadre de portes, on fait venir une autre personne. Ça peut se faire avec les technologies, mais ça n'est pas tout à fait aussi spontané. Et parfois, ben, si on arrive dans la porte, on voit un peu ce que fait la personne, on peut se dire, ah non, elle est occupée, elle est au téléphone, voilà. Alors que ben, quelqu'un qui tout d'un coup vous contacte via Teams, est-ce que je peux ça dérange un peu plus, on peut dire. Donc, le collectif n'est pas aussi spontané, il ne disparaît pas, mais il est comme plus structuré. Donc, cette articulation du présentiel, du distanciel aussi, qu'est-ce qu'on fait? Quelle tâche précisément fait-on au bureau ou à la maison ou j'ajouterais en espace coworking. Parce que oui, au Québec, on voit que de plus en plus, il y a des petites entreprises, très petites entreprises ou salariés d'entreprises qui sont dans nos espaces coworking. Ce qui est nouveau, parce que justement, ben, je réponds au fond à ta question tout à l'heure, c'était clairement plus développé en France et en Europe. En France, il faut dire que l'État soutient parfois des espaces coworking avec une autre mission, par exemple une mission d'employabilité ou d'insertion sociale et autres, ce qui fait que ça s'est beaucoup développé davantage qu'au Québec. Mais là, on voit bien qu'au Québec, avec justement la pandémie encore là, et puis on voit avec vos collaborations, là, dans le cadre de la semaine télétravail, il y a des collaborations avec coworking et notamment avec un espace de coworking. Donc, on voit que ces espaces-là, notamment dans les banlieues, se sont beaucoup, beaucoup développés. Autre élément, je pense, je le mettais en termes d'enjeux, de risque ou de points de vigilance, l'évolution des gestionnaires, du management, diraient justement les Français. Au Québec, on emploie un peu moins peut-être cette expression-là, bien qu'on puisse distinguer administration, management, etc. Mais les points importants, c'est ça ici. L'autonomie. Dans quelle mesure est-ce que les personnes restent autonomes? Est-ce que l'intensité du travail change? Et le dernier élément à droite, contrôle, confiance, pour moi, c'est l'enjeu majeur du télétravail et de la possibilité, par exemple, pour des salariés de travailler en espace de coworking. On a vu qu'il y a une tension plus importante qui s'est manifestée à travers la pandémie. Et encore aujourd'hui, certaines personnes disent, pourtant, mon gestionnaire était moins contrôlant quand j'étais au bureau. Bon, parce qu'il passait, il voyait ce que je faisais. Cette question de confiance, certaines personnes ont l'impression justement que leurs gestionnaires leur font moins confiance et sont plus contrôlants, demandent plus de rapports, etc. Donc, c'est un enjeu. La conciliation des temps, ben, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, c'est un aspect sur lequel je travaille beaucoup. Et justement, dans cette enquête avec Concilivie, là, on suit l'évolution d'une année sur l'autre. Et maintenant, entre autres, avec les modes de travail ou hybride ou télétravail. Donc, il y a là un enjeu, ou en tout cas un questionnement, parce que oui, le télétravail peut être vu comme favorable de ce point de vue-là, mais pas toujours. Qualité de vie au travail, risques psychosociaux. On sait qu'à travers la pandémie, on s'est quand même rendu compte là, de certains, ce qu'on appelle des risques psychosociaux, c'est-à-dire le risque que certaines personnes se sentent isolées, qu'elles aient des difficultés plus importantes qu'elles auraient si elles étaient, par exemple, dans leur milieu de travail ou avec un collectif. Le fait d'être isolé peut engendrer plus de difficultés de ce point de vue-là. À l'inverse, certaines personnes vont dire, ben, moi, je trouve qu'il y a une meilleure qualité de vie par rapport à mon travail lorsque je le fais à domicile. La transformation numérique, ben justement, l'intérêt de ces outils qu'on dit collaboratifs, mais qui parfois sont aussi
des outils de contrôle. Donc, il y a un enjeu de ce côté-là. Les relations au travail, ben, je pense qu'on sait très bien qu'on les vit différemment. Maintenant, comme on va moins souvent au bureau pour les personnes d'entre nous qui sommes salariés, ben, c'est vrai, quand on va au bureau, waouh, s'il y a du monde, on est très excité. À d'autres moments, on y va, puis on se dit, mon Dieu, il y a personne. Donc, pour certaines personnes, il y a aussi associé à ça un risque d'isolement et le fait de perdre ce lien social. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, bon, à partir du moment où d'ailleurs on est aux études, ben, quand on est aux études, le milieu social, c'est nos collègues étudiants. Quand on est en milieu de travail, une bonne partie de notre vie sociale, c'est notre milieu de travail. Donc, tout ça est un petit peu, disons, mis en question par le télétravail et aussi le fonctionnement des équipes ou du collectif de travail. Alors, tout ça, ça va amener aussi des questionnements sur d'autres aspects auxquels on s'intéresse en ressources humaines, des aspects qui sont d'ailleurs, on les met en évidence comme étant très importants. On parle souvent des jeunes. On dit les jeunes accordent plus d'importance au sens du travail, etc. Moi, j'ai toujours un petit peu de réticence là, sur ces visions générationnelles parce qu'en fait, je pense que c'est aussi lié. J'ai une formation en économie du travail et je trouve que c'est quand même beaucoup lié à ça. Si on arrive sur un marché du travail avec un taux de chômage de 20 comme c'était le cas dans les années 80-90, ben, c'est évident qu'on va pas mettre de l'avant ses souhaits, ses désirs. Je voudrais faire du télétravail, je voudrais faire du 4 jours, etc. Et donc, ben, en fait, on prend le boulot qu'on peut obtenir. Alors que maintenant, l'avantage des jeunes, entre guillemets, d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont sur un marché du travail où il y a une rareté de main-d'œuvre. Donc, on peut s'exprimer davantage. On peut souhaiter avoir plus de sens dans son travail. À mes yeux, les gens d'avant souhaitaient aussi, les autres générations, avoir du sens dans leur travail, mais l'exprimaient peut-être moins ou différemment. Mais en tout cas, tous ces aspects-là sont importants. Le sens du travail, certaines personnes le trouvent justement dans le collectif. À partir du moment où le collectif de travail disparaît, ben, certaines personnes vont peut-être trouver que les tâches concrètes qu'elles font ont un peu moins de sens parce qu'elles sont pas dans ce collectif. Donc, il y a des enjeux, sens du travail, engagement, diversification aussi des temporalités. On ne va plus au bureau, on gagne beaucoup d'heures, mais c'est un changement. Puis, il y a un certain nombre d'éléments ici que je mets en évidence sur lesquels je ne vais pas développer, mais quand même, les mobilités, les modes de transport. On n'arrêtait pas de parler là, la semaine dernière du coût du transport collectif au Québec. Est-ce qu'ils vont réduire? Est-ce qu'ils vont augmenter les prix? Évidemment, le télétravail a un enjeu là-dessus, mais aussi sur le développement régional et local, les centres-villes, on le sait, il y a un gros questionnement là-dessus, et le développement des régions. Donc, je ne fais que mentionner ces aspects-là, là, environnement, écologie aussi. Je vais quand même plus me concentrer sur la dimension travail, et notamment flexibilité et forme d'emploi. Alors, définition, réalité multiple du télétravail, simplement pour dire qu'il n'y a pas une seule vision, un seul mode d'exercice, là, si on veut, du télétravail. On sait très bien qu'il y a différents éléments. Sans aller dans les détails, je trouve quand même intéressant de souligner le fait que le cadre juridique sur le télétravail est quand même plus limité au Québec. Il n'y a pas d'accord cadre au Québec, au Canada. Il n'y a pas de loi sur le télétravail. On a bien sûr la loi sur les normes du travail qui s'applique, les conventions collectives lorsque c'est le cas, parce que jusqu'ici, le télétravail n'est pas beaucoup couvert dans les conventions collectives. Ce sont souvent des annexes ou alors simplement des règlements internes. Donc, c'est assez différent. Alors que en Europe et en France notamment, parce que je vais pas faire tout le tour de tous les pays européens, mais en France, il y a un accord cadre européen. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait moins de télétravail en France et en Europe que dans le monde anglo-saxon, mais c'est vrai qu'on fonctionne un peu différemment. Nous, on y allait, on faisait du télétravail, alors qu'en France, ils avaient développé des accords cadres en fait à l'échelle européenne en 2002, puis en 2012, ça a été repris, une loi française carrément sur le télétravail pour l'encadrer, en fait. Puis, récemment, les ordonnances Macron qui réformaient le Code du travail en 2017 et qui traitaient de cette question-là, ce qui est moins le cas chez nous. Et depuis 2018, le télétravail salarié est clairement encadré par le droit français. Et ils ont eu aussi cet accord national interprofessionnel qui s'appelait ainsi et où on parlait d'une mise en œuvre réussie du télétravail, ce que j'ai trouvé très intéressant, entre autres parce que c'est associé à un organisme en France, l'Agence nationale sur les conditions de travail, et cette agence met l'accent sur la prévention des risques pour le télétravailleur, justement, souligne aussi le rôle essentiel du gestionnaire pour la mise en œuvre
du télétravail et met en évidence aussi l'importance des compétences et de la formation pour le télétravail. On sait très bien qu'on n'utilise pas les logiciels, peut-être qu'on les utilise à 10 ou 20 de leur capacité. Au bureau, parfois, on peut demander à quelqu'un, ben, est-ce que tu sais faire ceci ou cela? Lorsqu'on travaille chez soi, séparément, et de manière un peu plus isolée, ben, c'est plus difficile à faire. Ce qui serait un avantage peut-être de l'espace de coworking là-dessus. Donc, c'est intéressant. Là, on a la définition française du télétravail, ce qui est assez semblable à ce qu'on a chez nous, sauf que c'est moins encadré chez nous et notamment la prévention des risques. Ben, notre ministre nous dit c'est la loi sur les normes du travail qui s'applique et effectivement la commission sur la qui maintenant s'appelle sur l'équité, la CNESST, donc santé sécurité au travail, qui s'applique. Mais il y a quand même, je pense, un enjeu là, et on va le voir certainement au fil des ans. Avant la pandémie, on avait fait avec des collègues une recherche sur la jurisprudence. Il n'y en avait pas énormément, mais c'était pas toujours clair ce qui se passait et certainement que ça va se définir dans les prochaines années. Donc, il y a un enjeu là, sur cette question d'espace de travail, de lieu de travail. Bon, je pense que dans la semaine, là, vous évoquiez la possibilité de travailler un peu partout. Effectivement, je pense que, bon, on le voit pour un certain nombre de personnes, les métiers nous appellent à travailler en différents endroits. Par contre, pour la plupart des employeurs au Québec, ils ont défini le télétravail au Québec pour des raisons d'assurance, disent-ils. Ils ne veulent pas que disons, tous leurs employés soient répartis à travers la planète. Par contre, la réalité, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre d'employés de certaines organisations dans les technologies de l'information, dans les télécoms, qui sont justement un peu partout sur la planète. Et on peut s'interroger sur justement je sais pas si on doit parler de risque ou en tout cas d'évolution dans l'avenir. Moi, j'ai eu des enjeux technologiques cette semaine. La semaine passée, en fait, plutôt. Et ben, je me suis retrouvée avec des centres d'appel en Afrique, au Maghreb, au Costa Rica, à El Salvador et au Mexique. Donc, en fait, à chaque fois qu'on me transférait de service, je transférais de lieu. Alors, bon, ces personnes-là étaient en télétravail très, 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 très loin. Alors, des petits questionnements là-dessus. Donc, les conditions du télétravail, ben, à minima, là, c'est les tâches télétravaillables. Comme je le mentionnais tout à l'heure, au moment de la pandémie, 40% de personnes ont fait du télétravail. Et de fait, c'est parce que, Statistique Canada, d'ailleurs, l'a bien évalué, à peu près 40% des tâches ou des postes sont vraiment télétravaillables. Alors, il y a des différences selon les secteurs. Il faut évidemment avoir l'équipement. De manière générale, il fallait en tout cas, avant la pandémie, personne n'était forcé d'être en télétravail. Par contre, maintenant, ça change parce qu'on sait que dans plusieurs bureaux est associé à ça. Le télétravail, c'est une chose, mais tout d'un coup, s'associe autre chose, c'est-à-dire des aires ouvertes. Si les gens viennent moins, on réduit l'espace, on les met en aire ouverte. Alors là, les effets du télétravail et les effets de l'aire ouverte, pour les quelques jours où on vient au bureau, vont se combiner ou se mélanger. Alors, je pense que là aussi, c'est un changement important dans notre monde du travail. L'autre élément, donc, la dimension culturelle. Alors, clairement, je l'ai mentionné un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la confiance entre l'employeur et le salarié? Comment évolue cette question d'autonomie et de contrôle? Je pense que c'est un élément important. Et ça le sera aussi pour les travailleurs en espace de coworking. Un employeur qui autorise ses salariés à travailler en espace coworking versus chez lui, au fond, la personne est à distance, tout simplement. Est-ce que l'employeur sera plus contrôlant, moins contrôlant? C'est des choses qui restent à voir. Donc, je le disais, effectivement, il y a des évolutions très contrastées. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que les pays qui avaient déjà fait plus de télétravail avant la pandémie, le monde anglo-saxon et l'Europe du Nord, la Suède, la Norvège, tout ça, ces pays-là, encore aujourd'hui, post-pandémie, sont ceux quand même qui en font davantage. Alors que dans les pays de l'Europe du Sud, et même on peut dire en France un peu, les gens sont davantage revenus. En tout cas, quand on se promène un peu en Europe, on constate qu'en Italie, en France, les gens sont davantage retournés au bureau, comme on pourrait dire. C'était peut-être une aspiration plus importante de leur côté. Alors justement, ça, c'est un graphique qui nous montre la diffusion du télétravail avant la pandémie. Et au fond, on peut retrouver ça un peu aujourd'hui. En gros, ce qu'on retrouvait d'ailleurs à droite, c'était les pays qu'on disait pionniers et enthousiastes. Les États-Unis, les pays du nord de l'Europe, des pays leaders et enthousiastes, donc un tout petit peu moins. Là, ils n'ont pas été les premiers, mais ils ont suivi. On retrouvait
la Suisse, la Suède, non, ça c'est Deutschland, l'Allemagne. Et ensuite, des pays qui, en fait, étaient plutôt suiveurs, qui étaient intéressés, mais qui ont peut-être été moins rapides. L'Italie, la Belgique, par exemple. Et à gauche, complètement, ben, les pays d'Europe de l'Est. Peut-être en raison des technologies à l'époque, mais on peut dire que maintenant, ça se rattrape. Mais quand même, je dirais que ce n'est pas que les technologies. Au fond, on retrouve ici un peu un portrait ou une vision des mondes du travail, des milieux de travail. À droite, on aurait ceux qui font un peu plus confiance et qui très tôt ont considéré que oui, si leurs salariés travaillent à domicile, pas de problème. Ce qui est important, c'est la performance. Alors qu'à gauche, on retrouve plus des pays qui veulent contrôler davantage et qui ont des traditions, disons, de gestion un peu plus contrôlantes. Donc, globalement. Ici, c'est aussi pour souligner le fait que selon les secteurs, et ça, c'est des données de Statistique Canada, le télétravail n'est pas le même selon les secteurs. C'est toujours cette enquête de Statistique Canada en 2021, au moment où 40% de la population était en télétravail. Ben, on voit que 40%, c'est une moyenne, mais très différenciée. Les assurances, les services professionnels, le secteur de l'information, les industries culturelles en faisaient avantage. Que, ben, évidemment, la construction, hébergement, restauration, c'était beaucoup moins développé, le commerce de détail également. Par contre, ce qui est intéressant de voir, par exemple, si on pense les médias, l'industrie culturelle, ben, quand même, les taux ont certainement diminué. Alors qu'au contraire, assurance, finance, ces secteurs, services professionnels, scientifiques, ça continue de se faire beaucoup à distance ou en télétravail. Donc, important d'avoir ça en tête que c'est pas du tout le même pourcentage. 40%, c'est vraiment une moyenne, et même 30% maintenant. Donc, on voit qu'il y a quand même des réalités très, très différentes selon les secteurs. Maintenant, les avantages. Pourquoi, au fond, est-ce que justement toutes ces personnes qu'on voyait tout à l'heure là, préféraient, selon Statistique Canada, préféraient plutôt faire un peu plus à domicile? Et dans nos enquêtes, on voit que la moyenne actuelle, c'est à peu près, c'est 2,9 jours à domicile. Donc, effectivement, disons, on peut dire 3 jours sur 5 qui sont faits à domicile ou à l'extérieur du bureau. Les avantages, conciliation vie personnelle et professionnelle, on considère que c'est généralement un avantage. En principe, plus d'engagement et plus de satisfaction, puisque justement, on a moins de perte de temps, on considère qu'on concilie mieux, donc on est plus satisfait et on va s'engager davantage dans son travail. De manière générale, plus d'autonomie et de liberté. C'est comme ça que les gens le ressentent. Par contre, comme je l'évoquais, dans certains cas, les gens disent, pas vraiment, moi, mon employeur, au contraire, est un peu plus contrôlant. L'économie de temps, l'économie de déplacement, la meilleure concentration, qualité du travail, et c'est ce qui va jouer d'ailleurs aussi quand on détermine combien d'heures ou combien de jours on va aller au bureau et qu'est-ce qu'on va faire au bureau. L'idée, c'est d'aller au bureau, non pas pour s'asseoir devant son écran comme on pourrait le faire à la maison et rédiger un document qui demande beaucoup de concentration, mais plutôt d'aller à cet espace-là pour des réunions, du travail collaboratif, des échanges en présence. Donc, les gens vont dire, ben, quand je suis en télétravail, plus de concentration et généralement une meilleure qualité de mon travail. Donc, qualité de vie au travail et hors travail globalement. Ça, c'est pour les individus. Pour l'entreprise, maintenant, ou l'employeur, généralement, et on l'observait avant la pandémie aussi, plus grande productivité, même si les employeurs étaient très réticents, il n'y avait aucune étude qui témoignait d'une plus faible productivité, au moins un maintien. Et on va le voir aussi dans les données actuelles, c'est ce qu'on observe de manière générale, parce qu'évidemment, il y a des exceptions ici et là. L'avantage pour l'entreprise, et on le voit maintenant, beaucoup d'entreprises se disent, ben, si les gens viennent moins, ils viennent 2 jours, 3, même pas 3 jours par semaine, ben, ces entreprises-là disent, ben, on peut réduire notre espace de travail et nos salariés, ben, iront, soit resteront travailler chez eux, ou alors, s'ils veulent justement un espace professionnel, certaines disent, ben, ils peuvent aller dans un espace coworking, ils sont pas obligés de venir au bureau. Ça suscite évidemment des enjeux là, du point de vue des villes ou des villages et des centres-villes en particulier. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, qui avaient été évoqués, ça, je trouve que c'est intéressant, ils avaient été évoqués dans nos recherches qu'on avait fait avec le CIFRIO et on retrouve à peu près la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que l'absence de collègues, parfois on peut se dire, c'est bien, je peux me concentrer sur mon travail, mais à d'autres moments, les personnes vont se dire, ben quand même, avoir des collègues avec qui luncher, prendre la pause café, c'est quand même agréable. Et en plus, ça c'est du côté de l'employeur, mais aussi des individus, le fait d'échanger en face à face, ça suscite normalement plus de créativité, plus d'innovation que si on est en réunion, puis il faut davantage, bon, il faut mettre sa petite main pour intervenir, en principe, là, si on est très nombreux, surtout dans la réunion. Donc, cette absence de collègues pourrait conduire à moins de créativité, moins d'innovation. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que dans les médias, dans les secteurs plus créatifs,
publicité, relations publiques, médias, et même justement dans les secteurs jeux vidéo et TI. C'est un peu ça qui amène les employeurs et certaines équipes à dire, ben, c'est vrai qu'au travail, il y a peut-être plus d'échanges, de collaboration et donc on est plus créatif. Isolement social, oups, il y a un petit E de trop ici. On avait observé 10% de personnes qui, dans notre recherche CFRIO, considéraient que, ben oui, l'inconvénient, c'était ça. Et la reconnaissance et la carrière, ben, souvent, les personnes bénéficient de moins de reconnaissance. En fait, c'est un enjeu, je pense, pour les gestionnaires. Ils doivent apprendre à marquer la reconnaissance d'une autre manière qu'en passant dans le cadre de porte en disant, ah, ton dossier machin, c'était très, très bien. Au fond, il faut développer des nouvelles modalités. Donc, il y a des gros enjeux, je pense, du point de vue de la gestion des ressources humaines et de la gestion des carrières. Je suis d'ailleurs ici dans un colloque de gestion de ressources humaines et c'est justement un des aspects qu'on va beaucoup discuter. Compte tenu de ces transformations, ben, il faut que les gestionnaires, les personnes de ressources humaines, les supérieurs immédiats apprennent à gérer différemment et à reconnaître le travail des personnes différemment. Donc, le mode hybride aussi, je pense qu'on peut dire aussi d'une certaine manière que c'est des enjeux qui existaient déjà, mais qui apparaissent de manière différente. Bon, le présentiel, distanciel, on le sait, quand c'est combiné, c'est plus complexe que quand tout le monde était en télétravail pendant la pandémie, ben, tout le monde est en télétravail. Tout le monde est sur les petites cases là, quand on est en réunion Zoom ou Teams. Alors que, puis bon, en présence, évidemment, c'était ce qu'on avait avant. Mais la combinaison des deux est souvent un petit peu plus complexe. Les équipes en mode hybride, qui fait quoi, quand et où? Beaucoup de gestionnaires se posent ces questions-là et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé là, les formules idéales. Un autre élément que moi je mettrais en évidence, c'est les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. On sait justement qu'en matière de ressources humaines, dans les dernières années, on se préoccupe beaucoup de cette question-là, d'intégration, d'inclusion de tous. Malheureusement, le fait disons, d'avoir le télétravail amène peut-être la réapparition de certains réseaux informels. Ils ne sont jamais disparus, mais c'est peut-être encore plus facile de s'organiser au fond en dehors. Au bureau, ça pouvait être plus visible si des gens faisaient un petit caucus sur quelque chose à la fin d'une réunion ou avant une réunion. Donc, je le mets là simplement pas pour dire que ça va nécessairement se produire, l'exclusion, mais pour dire, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un message à l'endroit des gestionnaires, il faut être attentif à ça. Si on veut vraiment être une organisation inclusive en contexte de télétravail, il faut faire attention à cet enjeu-là. Les autres enjeux, ben, les relations avec les collègues, les rapports avec la hiérarchie. On sait que beaucoup de gens disent un envoi d'un courriel, parfois c'est mal interprété. Les gens, bon, il n'y a pas la tonalité, il n'y a pas le sourire, il n'y a pas tout le non-verbal qui font que parfois c'est un petit peu plus difficile, sans que ce soit dramatiquement impossible, là, pas du tout, mais c'est vraiment des enjeux sur lesquels il faut réfléchir et au fond, c'est plus les gestionnaires peut-être ou les membres des équipes qui doivent réfléchir à ces questions-là. Donc, par contre, la majorité des télétravailleurs, et on l'a bien vu là avec les préférences des personnes qui souhaitent faire davantage de télétravail, clairement, les avantages, et c'était le cas avant la pandémie, c'est le cas encore maintenant, les avantages compensent très largement les inconvénients. C'est-à-dire que la plupart des gens vont dire, en général, réduction du stress, augmentation de la motivation, meilleure conciliation, etc. Donc, pour les organisations, par contre, ça dépend du type d'activité. Parfois, c'est avantageux, mais pas toujours. Les enjeux, donc, ben, co-construction de ces nouvelles formes d'organisation du travail. L'autre élément, la gestion de la présence, la gestion de la performance. En principe, quand on est en télétravail, on devrait gérer par objectif et par résultat. En fait, on devrait toujours gérer de cette manière-là, mais en télétravail, c'est encore plus important que lorsqu'on est dans les bureaux. Alors, cet aspect-là, malheureusement, même si dans les écoles de gestion, ça se dit depuis des années, toutes les organisations ne font pas ça et tous les gestionnaires, évidemment, ne font pas ça. Certains sont un peu plus mission à très, très court terme. Donc, c'est quelque chose à changer. Et ce qui amène à constater que l'importance du gestionnaire de proximité est très important. Le supérieur immédiat, la personne la plus proche, clairement, cette relation-là, elle est bouleversée, elle est transformée sous ces enjeux-là là, d'autonomie, de confiance, de contrôle. Je mettais, parce que récemment, on a commencé à rediscuter de la semaine de 4 jours
qui est aussi là au fond, là, je parlais du télétravail, du coworking, du mode hybride, mais on s'est remis à parler de la semaine de 4 jours. Et dans certains cas, les gens disaient, ben, peut-être que certaines personnes vont carrément préférer la semaine de 4 jours et ça deviendra peut-être une option. La semaine de 4 jours ou le télétravail. 4 jours au bureau versus télétravail. En tout cas, il commence à y avoir des questions là-dessus. Et j'avais trouvé intéressant l'ANAC que je mentionnais tout à l'heure. Dans leur rapport, ils indiquaient il faut profiter du projet de télétravail pour faire progresser le management vers moins de contrôle et de présentéisme et plus d'autonomie et de confiance. Et je pense que ça reste encore beaucoup, beaucoup d'actualité, cette question-là de la confiance. L'animation de l'équipe, l'information, la communication, comment on tout ça, et la santé au travail, santé physique, parce que je pense qu'il faut le reconnaître, là, on n'est pas toujours super bien installé sur le plan ergonomique. Au bureau, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Chacun avait son siège individuel, bien organisé, l'écran bien placé. C'est un enjeu aussi pour les aires ouvertes. Si on n'a pas d'espace qui nous est réservé, puis qu'à chaque fois, il faut réorganiser l'écran, etc., ben, c'est parfois une source d'un peu, peut-être pas de mécontentement, mais un petit peu d'insatisfaction. Et à un moment donné, des fois, les gens n'y font tout simplement plus attention et donc, ben, on recule finalement sur le plan ergonomique et parfois aussi santé psychologique au travail. On a parlé de la productivité. Le principal obstacle, toujours Statistique Canada, la plupart des gens, 90%, se perçoivent comme au moins aussi productifs en télétravail qu'au bureau. Donc, il y avait à peu près, je pense que c'était 60% qui se percevaient aussi productifs, mais 30% qui se percevaient plus productifs. Donc, il y a des éléments de ce point de vue-là. Par contre, certains disent, ben, de ce point de vue-là, justement, la semaine de 4 jours pourrait être plus intéressante parce qu'il y a plus d'interactions, il y a moins de risques de débordement du temps de travail sur la vie privée. Ça commence à remonter, là, cette préoccupation-là pour au fond, le surtravail à domicile. Donc, un obstacle de ce côté-là. Mais le principal obstacle à la productivité, ça, je trouvais ça intéressant, c'est clairement le manque d'interaction avec les collègues pour 20% des personnes. Le soin des enfants, d'autres membres de la famille, quand même pas loin à 18%. Et je pense que ça signifie, ben oui, on sait bien que l'école, ça se termine parfois à 15 heures, donc il y a certaines personnes qui ont des enjeux, les enfants qui reviennent. L'idée du télétravail, ça n'est pas de concilier travail et famille à la maison, et donc il y a quand même des enjeux là auxquels il faut être attentif. Le travail supplémentaire aussi, qui parfois doit être fait, c'est un enjeu. Donc, la question, ben, est-ce qu'on fait de l'hybride avec du télétravail à domicile ou n'importe où dans l'endroit qui est souhaité, par exemple dans les espaces de coworking. Alors, je rappelle évidemment que ça n'est accessible que pour 40% de la main-d'œuvre. Ça permet de réduire les déplacements quotidiens et certaines personnes vont dire justement, c'est pour cette raison-là que les gens parfois vont en faire un peu plus parce qu'ils vont se dire, ben, j'ai gagné 12 ou 15 heures que je faisais en déplacement. Si je suis en télétravail à plein temps, ben, je peux peut-être donner quelques heures de plus. Donc, à voir. Si les gens vont vers un espace coworking, bien sûr, ils vont se déplacer. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les personnes vont choisir leur espace de coworking en général pour qu'il soit assez proche du domicile. Donc, quand même, ils vont plutôt y gagner. Alors là aussi, ben, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour assurer de l'interaction sociale? Et c'est là que les espaces coworking sont intéressants parce que on n'est pas dans l'entreprise, mais on peut avoir de l'interaction sociale, soit avec des collègues, soit avec des gens d'autres entreprises. Et ça peut être intéressant. Si c'est une petite entreprise qui est entièrement en coworking, ben là, on sait que ça développe peut-être un peu plus aussi l'identification à l'entreprise et la loyauté, disons, à cette organisation-là. Deuxième élément sur lequel aussi c'est assez important et sur lequel on s'interroge maintenant, c'est le transfert des connaissances qu'on appelle tacites ou les trucs du métier. Des choses qui sont faciles à expliquer en présence sur un logiciel ou autre, ou sur des questions organisationnelles. À distance, ben, est-ce qu'on va prendre le temps d'envoyer le courriel? Puis oui, bien sûr, on peut se mettre en ligne ensemble et se faire expliquer, mais parfois c'est un petit peu plus difficile. Donc là aussi, le coworking et le présentiel ont peut-être un petit avantage. Et les enjeux de réseautage, si on est dans une organisation où on souhaite avoir des promotions ou de l'avancement de carrière, il semble, ça c'est les recherches qui l'indiquent, un bon nombre de recherches, que les personnes à mi-carrière ont un petit peu peur d'un impact négatif du fait d'être moins visible au bureau, d'être moins visible par le gestionnaire, de moins pouvoir faire valoir directement ses connaissances, ses compétences, etc. En début de carrière, moins, et en fin de carrière, apparemment, moins.
Euh, bon, je vais passer vite j'avais quelques diapos sur la France. Il y avait une étude très intéressante. Vous pourrez la retrouver d'ailleurs. Elle est en ligne. Euh, donc, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, c'est français, mais ça s'appelle People at Work 2022. Et l'étude s'appelle Workforce Views. Euh, voilà, c'est une organisation en ressources humaines en France, évidemment, donc on parle en anglais. Mais ce qui est intéressant, je vais ressortir juste cet aspect-là, un télétravailleur donnerait, entre guillemets, en moyenne, environ 7,6 heures supplémentaires, théoriquement non rémunérées chaque semaine. On peut se poser la question, moi je pense souvent que bon, les cadres et les professionnels, même s'ils étaient au bureau, faisaient des heures supplémentaires, et surtout en France d'ailleurs, où si le supérieur immédiat n'avait pas quitté son bureau, c'est assez difficile de quitter avant. Donc, il y a des questionnements là-dessus. Est-ce que vraiment c'est plus qu'avant? On peut se demander. Sans aller dans les détails là aussi sur cette enquête française, là, en fait, elle est internationale, mais ici, c'est un compte-rendu français. J'ai essayé d'avoir l'enquête internationale, d'avoir les données de base, mais elle est un peu coûteuse. C'est genre, je pense, 3 000 € pour l'obtenir. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on pourra l'avoir, mais pour le moment, c'était un compte-rendu qui nous indiquait que les télétravailleurs, par contre, étaient plus optimistes par rapport à leur travail. Il semble aussi, par contre, ça peut être moins bien pour les entreprises, certains ont plus envie de changer de plan de carrière, de peut-être aller voir ailleurs. Et on dit aussi, ça a été le cas de la pandémie également, c'est plus propice à l'introspection. Donc, justement, les gens vont penser changer de secteur d'activité, peut-être penser à un congé sabbatique, peut-être penser au temps partiel, peut-être se lancer à leur compte. Donc, apparemment, ça aurait ces impacts-là. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et l'étude internationale, parce qu'ils mentionnaient aussi quelques éléments, ils indiquaient que la gestion, alors ça, c'est très différent du Québec, je trouvais ça intéressant et étonnant, mais en France, les personnes qui ont des enfants considéraient que le télétravail rendait la situation plus difficile, la gestion de la parentalité, alors qu'au Québec, nous, on constate l'inverse. Depuis 2018, là, cette enquête qu'on mène, eh ben, jusqu'à 2020, même en 21 et même en 22, ben, c'était plus facile. Par contre, en 23, bizarrement, apparemment, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, bref, des impacts différenciés. Et certains évoquent le fait que ça pourrait augmenter le stress, alors que nous, au Québec, de manière générale, on a plutôt des données qui indiquent moins de stress. La santé mentale, alors là, il y avait des données mondiales qui étaient évoquées. 70% des gens disaient qu'ils se sentaient soutenus par leur direction d'entreprise en matière de santé mentale, contrairement à seulement 51% des personnes qui étaient sur site. Alors, c'est quand même intéressant là, de réfléchir à cette question-là sans aller dans les détails là, de tous ces chiffres. Puis ça sera éventuellement disponible. Là. Je pourrais vous redonner le contact pour cette recherche-là. Donc, on peut se poser cette question sur le temps de télétravail ou le modèle hybride combiné avec du coworking éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que clairement, il y a une évolution et il faut faire attention à cette question-là des longues heures de télétravail lorsqu'on est en télétravail, parce que on va parfois commencer plus tôt, on le sait, sans doute beaucoup d'entre nous, là, ou on va se déconnecter plus tard. On va peut-être faire des pauses raccourcies. On mange le lunch sur le coin de la table, on continue avec les courriels. Donc, il y a des enjeux et par contre, on peut se dire, est-ce que les cadres ou les professionnels ne faisaient pas déjà ça aussi au bureau? Quand même peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, ce sont des préoccupations et j'aimais bien cette phrase. Un écran d'ordinateur est une délimitation moins efficace qu'une porte pour délimiter le début et la fin de journée de travail. Et certains vont dire justement, et ça c'est dans un autre article, l'espace de coworking serait peut-être mieux justement pour délimiter. Donc, je vais conclure là-dessus, vraiment sur ces questions-là, la confiance, la délimitation des horaires de travail, la conciliation travail-famille, la durée du travail. Est-ce qu'il y a des enjeux de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des risques avec le télétravail qui peut-être pourraient être moins importants en coworking? Voilà. Alors, je vais conclure là-dessus. Puis, il y a un certain nombre de références pour les personnes intéressées. Là, je pourrais vous faire envoyer ou en tout cas, vous pourrez avoir accès aux références. Et j'arrête donc le partage. Écoute, on a fait le tour du monde du télétravail en 20 quelques minutes. Merci pour ça. C'était vraiment intéressant. J'ai quelques questions qui ont sorti. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais en sélectionner quelques-unes. Une des choses qui est revenue, pas juste
aujourd'hui, mais une autre fois aussi, fait que c'est pour ça que je la pose. Le droit à la déconnexion en France, c'est beaucoup plus avancé, je crois. Ou on en est où au Québec pour dire que éventuellement les gens peuvent faire une coupure réellement avec tout ce qui se passe au niveau du télétravail? Ben, il y a eu apparemment je pense qu'en Ontario, il y a quelque chose qui est un petit peu plus avancé qu'au Québec. Au Québec, ça s'est discuté dans certaines organisations. Il y a des négociations, il y a certains syndicats qui veulent faire reconnaître ça. Par contre, j'ajouterais que la perception sur la France, c'est toujours un peu pareil. La France, c'est ça, c'est comme pour le télétravail. Il faut que, avant de faire quelque chose, il faut qu'il y ait du droit du travail qui l'encadre. En Mm. Amérique du Nord, au Québec, Canada, États-Unis, le monde anglo-saxon, tant que la loi ne l'interdit pas formellement, on y va un peu plus. Et donc là-dessus, je dirais que oui, en France, il y a le droit à la déconnexion. Par contre, il faut bien savoir que c'est une question de gestion. Si on est dans une organisation, dans un contexte où le supérieur immédiat, vous savez que les relations sont un peu plus hiérarchiques en France en général. Donc, si on a un supérieur immédiat qui dit, ben moi, je voudrais m'assurer que tu sois disponible, il y a beau avoir le droit à la déconnexion, si on pense avoir une promotion, des meilleurs mandats, ben, on va pas nécessairement. Donc, il y a ce que dit le droit, ce qui est prévu, et il y a la réalité. Et personnellement, je sais quand on a commencé à parler de ça au Québec, moi, je considérais que ça n'est pas nécessaire au Québec. Et en fait, parce que je pense que ça n'est pas une garantie. Je regarde, je vois bien comment ça se passe en France. Ça n'est pas une garantie. Dans un milieu de travail difficile, hiérarchique, qui exige de longues heures, ben, il y a toujours des modalités de contournement. Euh, D'autre part, on est dans un monde globalisé. Alors, bon, si on pense aux gens qui travaillent en technologie de l'information, ou même dans plein de domaines, nous, on travaille avec des gens à l'international, des équipes de recherche. Parfois, quand on monte un projet, c'est vraiment bien de pouvoir profiter justement du fait qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire. Ça ajoute quand même 6 heures par jour. Et je pense aux gens en TI. Moi, j'ai des collègues, bon, on pense chez IBM, HP, Siemens, tout ça. Ils travaillent à un moment donné avec des gens en Asie, et puis après, ils travaillent avec des gens au Danemark ou l'inverse. Plutôt, ils travaillent d'abord avec les gens au Danemark et plus tard avec les gens en Asie ou sur la côte ouest américaine. Donc, ça pose toutes sortes d'enjeux organisationnels. Alors, si on avait, et bon, bien sûr, il y a des milieux de travail hiérarchiques au Québec, bien sûr, il y a des milieux de travail difficiles, mais je pense qu'il faut surtout travailler sur cette question-là. Je pense qu'il faut plutôt travailler sur de meilleurs modes de gestion, s'assurer qu'il n'y ait pas de harcèlement administratif, de harcèlement psychologique, de bonnes relations de travail, parce que le droit, ça dit une chose. Bon, bien sûr, les juristes vont dire, ben, le droit, c'est le droit. C'est vrai que c'est très important. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de modalités de contournement et on voit bien en France que ça n'a pas tant que ça modifié. Les gens qui avaient de longues heures continuent à avoir de longues heures. C'est assez facile, d'autant plus chez soi en télétravail. Et puis les formules radicales, je pense qu'en Allemagne, là, ils avaient aussi expérimenté, genre on ferme les serveurs à telle heure. Ben là, les gens s'en vont sur leur Hotmail ou leur autre. Alors finalement, ça n'est pas vraiment réglé. Alors personnellement, je pense que si on fait de la bonne gestion de ressources humaines, qu'on a de bonnes relations de travail, de bonnes pratiques au travail, on devrait pouvoir éviter cette obligation-là. Mais certaines personnes pensent que la loi peut peut-être aider. Ben, écoute, on est peut-être rendu à avoir des espèces d'états généraux du télétravail au Québec, d'avoir cette grande réflexion-là, avec un peu comme ce que tu disais qui a l'air à se passer un petit peu en France, de dire regroupons syndicats, patronat, employés, en fait, toutes les parties prenantes, en fait, pour aller discuter de ça, parce que ça touche tellement de trucs. Dans tout ce que tu as abordé, là, je pense que chacun des sujets là-dedans était, était relié avec les autres, et deux, était en soi une pas une mine d'or, mais il y a beaucoup à creuser dans chacun de ces trucs-là. Donc, écoute, ben, j'avais d'autres questions, mais il va falloir que je les pose en privé. Parce qu'il est 9h30. Faut qu'on se laisse là-dessus, mais j'en profite pour te remercier encore une fois. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, on va continuer à creuser la question et puis j'ai hâte de recollaborer avec toi dans d'autres études encore, comme d'habitude, mais c'est vraiment gentil à toi. Donc, merci beaucoup. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la conférence aussi. Donc, un gros merci. Bon retour en Corse. Et puis, ben, en fait, tu es déjà là, mais bon retour au présentiel en Corse, si on veut. Ouais. Et puis on se revoit très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, vous pouvez toujours communiquer avec la plateforme. On pourra vous mettre en relation avec Diane Gabriel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Et sinon, on se revoit à midi avec Cascara Station qui va venir nous faire une étude de cas avec le coworking et leur espace de coworking. Donc, on se retrouve tantôt. Merci beaucoup, Diane. Merci tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.